Mes parents ont ricané, s'il te plaît, nous ne survivrions jamais sans toi. Alors, j'ai secrètement vendu l'appartement, accepté une promotion à l'autre bout de la France et j'ai disparu. Quand ils sont arrivés pour leur traditionnel dîner du dimanche, une autre famille leur a ouvert la porte. Vous vous demandez sûrement comment on en arrive là, comment l'amour d'une fille peut se transformer en un plan d'évasion digne d'une forteresse. Voici mon histoire. Avant de vous raconter tous les détails de cette incroyable histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous me suivez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Je m'appelle Garance, j'ai 35 ans. Pour le monde extérieur, je suis l'incarnation du succès, ingénieur en structure, spécialisé dans la conception de ponts, ces œuvres d'art qui relient les mondes. Ma vie professionnelle est bâtie sur la précision, la logique et la force. Les gens me confient des budgets de plusieurs millions d'euros. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'une fois la porte de mon appartement à l'île fermée, je n'étais plus l'ingénieur. J'étais la bouée de sauvetage, l'infirmière non officielle, l'assistante personnelle et la banquière de mes propres parents, Hervé et Sabine. Ils n'étaient ni malades, ni invalides. Juste, dépendants. Une dépendance qu'ils avaient tissée autour de moi, fil par fil, année après année, avec une patience diabolique. Les appels quotidiens commençaient souvent par une urgence imaginaire. Garance, la connexion Internet ne marche plus, disait mon père, Hervé, alors qu'il suffisait de redémarrer la box. Garance, j'ai une migraine terrible, peux-tu passer me chercher des médicaments, se plaignait ma mère, Sabine, chaque fois que j'avais prévu une soirée entre amis. Ils avaient un double des clés de mon appartement. Un privilège qu'ils utilisaient sans aucune retenue. Ma mère arrivait souvent à l'improviste pour vérifier si je mangeais bien, réorganisant mon frigo et laissant des post-it passifs-agressifs sur le plan de travail. Mon père, lui, avait transformé mon petit balcon en annexe de son potager, plantant des pieds de tomates sans même me demander mon avis. Leur contrôle n'était pas autoritaire, il était bien plus insidieux. Il était enveloppé dans le langage de l'inquiétude, de l'amour, et surtout, du chantage affectif. Sans toi, on est perdu, tu es notre seul pilier. Le pire, c'était le sabotage de ma vie personnelle. Mon 30e anniversaire en est l'exemple le plus douloureux. J'avais réservé une table dans un restaurant que j'adorais, invité mes amis les plus proches. J'étais heureuse, pour une fois. 2 heures avant, le téléphone a sonné. C'était mon père, la voix tremblante de panique. Ta mère a eu un vertige terrible, elle est tombée, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai tout annulé. J'ai couru chez eux, le cœur battant la chamade, imaginant le pire. Je l'ai trouvée assise sur le canapé, en train de regarder la télévision. Oh, ça va mieux maintenant, dit-elle nonchalamment. Mais j'ai eu si peur. Mes amis ont fini par ne plus m'inviter. Pendant des années, je me suis dit que c'était de l'amour. Que le devoir d'une fille unique était de se sacrifier. Je me suis convaincue que leur besoin de moi était une preuve de mon importance. J'avais tort. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Mon plus grand refuge était mon petit atelier, une chambre d'amis transformée en sanctuaire où je construisais des maquettes de ponts célèbres. C'était un travail méticuleux qui demandait une patience infinie. Pour moi, c'était la paix. Pour eux, c'était une perte de temps. Pourquoi tu ne passes pas ce temps à te trouver un bon mari, disait souvent ma mère. Je me disais que leur opinion n'avait pas d'importance, mais au fond, chaque mot était une fissure de plus dans la structure de ma propre vie. Je me disais que c'était mon destin, et qu'il ne changerait jamais. Mais j'ignorais qu'une simple conversation allait bientôt tout faire exploser. Comment une offre d'emploi a-t-elle pu devenir le détonateur d'une guerre familiale ? Tout a basculé un mardi après-midi pluvieux. Monsieur Denis, mon directeur, m'a convoqué dans son bureau. Je m'attendais à une discussion sur le projet en cours, peut-être à quelques ajustements de planning. Mais son regard brillait d'une lueur inhabituelle. Garance, a-t-il commencé, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le projet de reconstruction du pont de la Mulatière à Lyon vient d'être approuvé. C'est un chantier colossal, un défi technique majeur. Et nous voulons que ce soit vous qui le dirigiez. Le souffle m'a manqué. Lyon. Ingénieur en chef.
Ce n'était pas juste une promotion, c'était l'opportunité d'une vie. Le genre de projet qui définit une carrière, qui laisse une marque. En sortant de son bureau, j'avais l'impression de flotter. La pluie qui tombait sur les trottoirs de l'île me semblait être une douce mélodie. Pour la première fois depuis des années, un horizon s'ouvrait devant moi, un horizon qui m'appartenait. Ce soir-là, j'ai préparé leur plat préféré, un bœuf bourguignon. Je voulais leur annoncer la nouvelle en douceur, espérant, contre toute logique, une lueur de fierté dans leurs yeux. Je me suis assise à la table de leur salle à manger, la même table où j'avais fait mes devoirs d'enfant, la même table où j'avais annoncé mes succès scolaires, toujours accueillie avec une indifférence polie. J'ai une grande nouvelle, ai-je commencé, le cœur battant. On m'a proposé le poste d'ingénieur en chef pour un grand projet, à Lyon. Le silence qui a suivi fut glacial. Ma mère a posé sa fourchette. Mon père a cessé de mâcher. Leurs visages, habituellement animés par une fausse inquiétude, se sont figés dans une expression de trahison pure. Lyon, a soufflé ma mère, comme si j'avais annoncé mon départ pour la Lune. Mais, c'est loin. Qui va s'occuper de nous? Qui va m'emmener à mes rendez-vous chez le médecin? Mon père a enchaîné, le ton montant d'un cran. C'est une blague? Tu vas tout laisser tomber pour un pont? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tous les sacrifices. Leur réaction était si prévisible, et pourtant, elle m'a frappé avec la violence d'un coup de poing. J'ai tenté de me défendre, de rationaliser. Mais ce n'est qu'à quelques heures de TGV. Je pourrai revenir les week-ends. C'est l'opportunité de ma carrière. Ta carrière, a ricané mon père. Ta carrière, c'est de t'occuper de tes parents. C'est ça, le devoir d'une bonne fille. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, j'ai osé poser une limite. Une toute petite. Je pourrais peut-être y aller seule les premiers mois, pour m'installer. Je n'ai même pas pu finir ma phrase. Mon père m'a regardé, un sourire méprisant étirant ses lèvres. Il a échangé un regard complice avec ma mère, puis ses yeux sont revenus sur moi, froids comme l'acier. S'il te plaît, Garance, a-t-il lâché, chaque mot pesant une tonne. Nous ne survivrions jamais sans toi. 10 mots. 10 mots qui n'étaient pas une déclaration d'amour, mais une sentence. Une chaîne invisible qu'il venait de resserrer autour de mon cou. Dans son esprit, je n'étais pas sa fille. J'étais sa fonction, son assurance vie. Et quelque chose en moi s'est brisé. La patience, la culpabilité, des années de soumission silencieuse, tout s'est évaporé, remplacé par une froide et calme résolution. La Garance qui hochait la tête et s'excusait venait de mourir à cette table. À sa place se tenait une ingénieure. Et une ingénieure, face à une structure défaillante, ne pleure pas. Elle l'a démolie et reconstruit quelque chose de plus solide. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement cherché comment vendre un appartement. J'ai dessiné les plans d'évasion les plus complexes de ma vie. Comment une offre d'emploi pouvait-elle mener à un tel drame familial? Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait face à une telle manipulation? Le lendemain matin, en me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu le reflet fatigué de la veille. J'ai vu une stratège. La culpabilité qui m'avait rongé pendant des années s'était muée en une énergie glaciale, une détermination sans faille. Mon projet de libération ne serait pas une explosion de colère, mais une opération chirurgicale, planifiée au millimètre près. La première étape fut de retourner voir Monsieur Denis. J'accepte, lui ai-je dit, sans l'ombre d'une hésitation. Mais j'ai une requête. J'ai besoin d'une discrétion absolue. Pour des raisons familiales complexes, personne ne doit être au courant de mon départ avant que je ne sois physiquement à Lyon. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Ce respect professionnel a été le premier souffle d'air frais que je respirais depuis des années. Mon plan comportait 3 phases critiques, comme les 3 étapes de la construction d'un pont, les fondations, la structure, et le tablier. La phase 1, les fondations. Il s'agissait de sécuriser ma nouvelle vie avant de démanteler l'ancienne. J'ai contacté l'équipe de relocalisation de l'entreprise. À travers des emails cryptiques et des appels passés pendant ma pause déjeuner, j'ai organisé ma transition. J'ai demandé un appartement de service meublé pour les 3 premiers mois à Lyon, dans un quartier où je savais que mes parents ne mettraient jamais les pieds. Tous les documents, tous les contrats,
devait être envoyé à une adresse e-mail que je venais de créer, une forteresse numérique impénétrable. La phase 2, la démolition de la structure. C'était la partie la plus délicate. Je devais couper les ponts financiers sans éveiller les soupçons. J'ai commencé par ouvrir un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle de mes parents. Chaque semaine, je transférais une petite partie de mes économies, un montant suffisamment faible pour ne pas déclencher d'alerte. C'était un jeu de patience. Pour le grand final, j'ai programmé un virement automatique, daté du jour de mon départ. Un montant généreux, suffisant pour qu'il puisse vivre plusieurs mois sans souci. Ce n'était pas de la pitié. C'était le prix de ma liberté, le dernier paiement pour clore un contrat tacite que je n'avais jamais signé. La phase 3, le tablier, la surface visible, la plus risquée. Vendre l'appartement. C'était mon unique bien de valeur, le fruit de 10 ans de travail acharné. C'était aussi leur quartier général, leur base avancée. J'ai contacté une agence immobilière réputée, en insistant sur un point non négociable. La vente devait se faire off-market, en toute confidentialité. Pas de panneaux à vendre. Pas d'annonce en ligne. Uniquement des visites ciblées pour des clients préqualifiés, triés sur le volet. L'agent immobilier, une femme perspicace nommée Madame Lefebvre, a semblé comprendre la gravité de la situation. Considérez-moi comme votre allié, m'a-t-elle dit. Pendant des semaines, j'ai mené une double vie épuisante. Le jour, j'étais l'ingénieur dévoué, planifiant des calculs de charges pour mon futur projet. Le soir, j'étais la fille aimante, écoutant les plaintes de mes parents, hochant la tête au bon moment. On a pensé que tu pourrais nous emmener en Bretagne une semaine en août, a dit ma mère un soir. Oui, bien sûr, ai-je répondu, sachant pertinemment qu'en août, je serais à des centaines de kilomètres de là, une femme libre. Chaque mensonge était une brique de plus dans le mur que je construisais entre mon passé et mon futur. Le plan semblait parfait, chaque détail était calculé. Mais comme tout ingénieur le sait, même les plans les plus solides peuvent être mis à mal par des facteurs imprévus. Et le facteur imprévu est arrivé sous la forme d'un appel de Madame Lefebvre, la voix chargée d'une urgence qui a fait s'arrêter mon cœur. Qu'est-ce qui pouvait bien menacer une forteresse si bien conçue? Garance, nous avons un problème. La voix de Madame Lefebvre au téléphone était calme, mais tendue. J'ai un couple très intéressé. Très sérieux. Ils ont le financement, ils adorent l'appartement sur photo. Ils veulent visiter demain. Le seul souci, c'est que ce sont les Duhamel. Le nom ne me disait rien, mais le sang dans mes veines s'est glacé. Et qui sont les Duhamel, ai-je demandé, la gorge sèche. Ce sont des amis de vos cousins, les Bernard. Apparemment, votre mère leur a parlé de votre magnifique appartement il y a des mois lors d'une réunion de famille. C'était un cauchemar. Une coïncidence si improbable qu'elle en devenait cruelle. Si les Duhamel visitaient, la nouvelle de la mise en vente de mon appartement remonterait à mes parents en moins de 24 heures. Tout mon plan s'effondrerait. La panique a commencé à monter, froide et piquante. J'étais au bureau, et j'ai dû me réfugier dans les toilettes pour ne pas que mes collègues voient mon visage se décomposer. Respire, Garance. Respire. Un ingénieur ne panique pas. Il analyse le problème et trouve une solution. J'ai rappelé Madame Lefebvre. Trouvez une excuse. Dites-leur que j'ai la grippe, que l'appartement n'est pas présentable. Je l'ai déjà fait, a-t-elle répondu. Ils sont très insistants. Ils ne sont à Lille que pour 2 jours. C'est maintenant ou jamais. Et honnêtement, Garance, c'est votre meilleure chance de vendre rapidement et discrètement. Elle avait raison. Je devais prendre le risque. Mais comment neutraliser mes parents pendant la visite? Je ne pouvais pas simplement leur demander de ne pas venir. Cela éveillerait immédiatement leurs soupçons. La solution m'est venue, audacieuse et malhonnête. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère, prenant ma voix la plus professionnelle. Maman, j'ai une urgence. Un problème sur le chantier de Dunkerque. Je dois partir tout de suite et je ne serai pas de retour avant après-demain soir. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai. Le mensonge est sorti si facilement que ça m'a fait peur. J'ai ensuite appelé mon père et lui et servi la même histoire. Ils ont protesté, bien sûr,
se plaignant de leur solitude imminente, mais l'excuse du « travail » était la seule qu'ils respectaient à peu près. Le lendemain, le jour de la visite, j'étais une pile de nerfs. Je n'ai pas quitté l'île. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à effacer toute trace de mes parents dans l'appartement. J'ai enlevé les photos d'eux que ma mère avait insisté pour mettre sur mes étagères. J'ai caché le pot de basilic de mon père. J'ai même dû nettoyer mon placard à pharmacie. Et c'est là que je l'ai trouvé. Derrière mes propres médicaments, une boîte de pilules anti-migraine que ma mère m'avait demandé d'acheter pour elle, au cas où. Par curiosité, je l'ai ouverte. À l'intérieur, pas de médicaments. Juste des bonbons à la menthe. Un rire sec et sans joie m'a échappé. Ce n'était même plus de la manipulation. C'était une farce. Une cruelle mise en scène dont j'étais la seule spectatrice. Cette découverte a balayé les dernières bribes de ma culpabilité. Je ne fuyais pas ma famille. Je m'échappais d'une prison psychologique. La visite a eu lieu à 14 heures. Je me suis cachée dans un petit café de l'autre côté de la rue, le cœur battant à chaque minute qui passait. 45 longues minutes plus tard, je les ai vus sortir avec Madame Lefebvre. Ils souriaient. 1 heure après, mon téléphone a vibré. C'était elle. Ils ont fait une offre. Au prix demandé. J'ai fermé les yeux, un immense soulagement m'envahissant. J'avais réussi. La fissure dans mon plan avait été colmatée. La date de la signature de l'acte de vente a été fixée au 15 août. Le jour même où je prendrais mon train pour la liberté. Mais alors que je pensais avoir surmonté le plus gros obstacle, je ne savais pas que la surveillance de ma famille allait s'intensifier, menaçant de tout découvrir à la dernière minute. Comment allais-je survivre aux dernières semaines ? La vente de l'appartement était assurée, mais la dernière ligne droite était un champ de mine émotionnel. Chaque jour qui passait augmentait le risque d'une erreur, d'un lapsus qui pourrait tout révéler. Mon mensonge sur le chantier de Dunkerque m'avait offert un répit, mais il avait aussi planté une graine de méfiance. Mes parents, sentant peut-être un changement subtil dans mon attitude, sont devenus plus insistants, plus présents. Le processus de tri et d'emballage de toute une vie devait se faire dans le secret le plus total. C'était une opération clandestine menée dans mon propre appartement. Je profitais de leur sieste, de leur rendez-vous chez le coiffeur, de la moindre petite fenêtre d'opportunité. Je descendais à la cave, soi-disant pour chercher un pot de confiture, et je revenais avec un carton rempli de livres, que je cachais au fond de mon armoire. J'ai vendu des meubles en ligne, organisant les rendez-vous avec les acheteurs à des heures improbables, toujours avec la peur au ventre qu'ils ne croisent mes parents à l'entrée de l'immeuble. Chaque objet que je touchais était une torture. Cette vieille lampe que mon père m'avait aidé à réparer. Ce service à thé que ma mère m'avait offert pour ma crémaillère, accompagné d'un commentaire acide sur le fait que je ne recevais jamais personne. Chaque souvenir était un mélange doux amer d'amour et de ressentiment. Il y a eu des moments de faiblesse. Une nuit, assise au milieu des cartons à moitié remplis, j'ai fondu en larmes. La culpabilité était un monstre qui me dévorait de l'intérieur. Étais-je une fille horrible ? Une personne sans cœur ? J'ai attrapé mon téléphone, les doigts tremblants, prête à tout annuler. Mais c'est alors que j'ai repensé à la boîte de bonbons à la menthe. À mon 30e anniversaire gâché. À toutes les petites morts de mon indépendance, jour après jour. La colère a séché mes larmes. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. La pression a atteint son paroxysme 1 semaine avant mon départ. Le téléphone a sonné. C'était ma cousine, Flavie. Elle avait toujours été l'alliée de mes parents, la fille parfaite qui leur servait de point de comparaison. Garance, sa voix était faussement douce. J'ai eu tante Sabine au téléphone. Elle est très inquiète. Elle dit que tu es distante, toujours fatiguée. Tu es sûre que tout va bien ? Tu sais, ils ne sont pas éternels. Tu devrais peut-être passer un peu plus de temps avec eux. Chaque mot était une flèche empoisonnée, conçue pour atteindre sa cible, ma culpabilité. Il l'avait envoyée en éclaireur. Il sentait que quelque chose se tramait. Je suis juste très occupée avec le travail, Flavie, ai-je répondu, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Tu sais, il y a des gens qui ont une carrière.
Le silence qui a suivi fut tendu. Ce n'est pas la peine d'être agressive, a-t-elle finalement dit. Je m'inquiétais juste pour toi. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Ils avaient déployé leur arme secrète. Le doute s'infiltrait. Et s'ils découvraient tout? Et s'ils se présentaient le jour de la signature chez le notaire? Le château de cartes que j'avais si minutieusement construit menaçait de s'effondrer. La dernière semaine serait-elle celle où tout basculerait? Le 15 août est arrivé. Ce n'était pas seulement le jour de la signature, c'était le jour de ma renaissance. La nuit précédente, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à errer dans l'appartement presque vide, les échos de ma vie passée résonnant sur les murs nus. Le fantôme de mon rire, l'ombre de leur critique. C'était un adieu silencieux à la femme que j'avais été. Le matin, le rendez-vous chez le notaire s'est déroulé dans une brume surréaliste. En signant les documents de vente, ma main ne tremblait pas. Chaque paraphe était un coup de marteau qui brisait mes chaînes. Lorsque l'argent de la vente a été viré sur mon nouveau compte bancaire, j'ai ressenti un vertige. Pour la première fois de ma vie, j'étais financièrement et géographiquement libre. L'appartement ne m'appartenait plus. Le camion de déménagement est arrivé juste après. Les derniers cartons, ceux que j'avais cachés avec tant de soin, ont été chargés. J'ai gardé une seule valise avec moi. En fermant la porte de l'appartement pour la dernière fois, je n'ai pas regardé en arrière. Mon plan initial était de disparaître sans un mot, de les laisser face à une porte close. Mais au dernier moment, quelque chose a changé. La colère avait laissé place à une sorte de tristesse froide. Je ne voulais pas leur laisser l'arme de l'ignorance, leur permettre de se peindre en victime d'un abandon inexplicable. Je leur devais une explication. Ma vérité. Je me suis assise dans ma voiture, garée à quelques rues de chez eux. Sur une feuille de papier, j'ai écrit la lettre la plus difficile de ma vie. Je n'ai pas utilisé de mots accusateurs. J'ai simplement décrit mon ressenti, mon épuisement, mon besoin vital de vivre pour moi-même. Cher papa et maman, commençai-je. Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà parti. Je ne suis pas en danger. Au contraire, je pars pour enfin me trouver. Je vous aime, je crois que je vous aimerai toujours, mais l'amour que vous me portiez est devenu une cage. J'ai étouffé, lentement, pendant des années. J'ai expliqué ma promotion à Lyon, ma décision de vendre l'appartement. J'ai détaillé le virement que j'avais fait sur leur compte. Considérez cela comme un cadeau de départ. Le dernier. Je ne suis pas votre plan de retraite, ni votre infirmière attitrée. Je suis votre fille. Et aujourd'hui, cette fille doit apprendre à voler de ses propres ailes, loin du nid qui était devenu une prison. J'ai terminé avec la partie la plus dure. J'ai besoin de temps. De beaucoup de temps. S'il vous plaît, ne cherchez pas à me contacter. Quand je serai prête, si je le suis un jour, c'est moi qui ferai le premier pas. J'ai besoin de construire un pont vers mon propre avenir, au lieu de passer ma vie à réparer le pont de votre passé. J'ai glissé la lettre, avec leur double des clés, dans une enveloppe. Je suis passé en voiture devant leur maison, ralentissant juste assez pour la déposer dans leur boîte aux lettres. C'était fait. Le seau était posé. En route vers la gare de l'île Europe, les larmes ont enfin coulé. Des larmes non pas de tristesse, mais de soulagement. Des larmes qu'il avait des années de silence et de frustration. Assise dans le TGV qui filait vers Lyon, j'ai regardé le paysage du Nord défiler et s'effacer. Pour la première fois, je ne fuyais pas. Je me dirigeais vers quelque chose. Vers moi. J'ai sorti mon carnet de croquis de mon sac. J'ai commencé à dessiner, non pas un pont existant, mais une petite maison, solide, avec un grand jardin. Ma maison. Je pensais que la distance physique serait la fin de la bataille. Mais je me trompais lourdement. La guerre ne faisait que commencer, et ils allaient bientôt déployer leur arsenal le plus redoutable. Qu'est-ce qui est pire qu'un chantage affectif? La réponse allait me glacer le sang. Les 2 premières semaines à Lyon furent une lune de miel avec moi-même. Je me réveillais au son du silence, un luxe que je n'avais jamais connu. Pas de téléphone qui sonne à 8 heures du matin pour une fausse urgence. Pas de sentiment d'effroi en entendant un trousseau de clés à ma porte. J'explorais mon nouveau quartier,
la Croix-Rousse, je prenais mon café en terrasse, je marchais des heures le long des quais de Saône. Je respirais. Au travail, le projet du pont de la Mulatière était passionnant, exigeant. Je me suis plongé dedans avec une ferveur nouvelle. Mes collègues étaient accueillants, en particulier un ingénieur senior nommé Adrien, un homme calme et perspicace qui semblait comprendre mon besoin d'espace. Pour la première fois, j'étais jugée sur mes compétences, pas sur mon rôle de « fille dévouée ». Je savais que cette paix ne durerait pas. J'avais sous-estimé leur ténacité, leur capacité à transformer leur chagrin en une campagne de harcèlement organisé. Le premier assaut est venu par une voix officielle. Monsieur Denis m'a demandé de passer dans son bureau. Il avait l'air mal à l'aise. Garance, j'ai reçu un appel de votre mère. Elle était en larmes, elle disait que vous aviez disparu, que vous étiez peut-être sous l'influence de quelqu'un de malveillant. Elle m'a supplié de lui donner votre nouvelle adresse. Mon sang s'est glacé. Qu'avez-vous répondu ? Exactement ce que nous avions convenu, a-t-il dit fermement. Je lui ai expliqué que vous alliez très bien, que vous étiez une employée précieuse et que, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvions communiquer aucune information personnelle. Mais elle était insistante. Je l'ai remerciée, reconnaissante de son soutien. Mais en sortant de son bureau, je tremblais. Il n'avait aucune honte. Utiliser mon employeur, essayer de me faire passer pour une personne instable, c'était un nouveau niveau de bassesse. La deuxième vague est venue des réseaux sociaux. Ma cousine Flavie, agissant clairement comme leur porte-parole, a publié un long message sur Facebook. Sans me nommer, le texte était d'une clarté venimeuse. Il parlait de l'égoïsme de la génération actuelle, de l'ingratitude des enfants qui abandonnent leurs parents vieillissants pour leur petite carrière personnelle. Le post se terminait par une phrase assassine: certains construisent des ponts de béton, mais détruisent les ponts sacrés de la famille. En quelques heures, la section des commentaires est devenue un tribunal populaire. Des tantes, des oncles, des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis 10 ans se sont déchaînés, exprimant leur choc et leur déception. J'étais jugée et condamnée par un jury de personnes qui ne connaissaient rien de ma vie, de mes sacrifices. J'ai dû désactiver mon compte. Je pensais avoir touché le fond. Je pensais que l'humiliation publique et la tentative de manipulation professionnelle étaient leur dernière cartouche. J'avais tort. Leur attaque la plus vicieuse, la plus calculée, n'était pas encore arrivée. Elle est venue par la poste, dans une enveloppe officielle qui a failli me faire défaillir. J'avais cru que le pire était de devoir faire face au jugement de ma famille. Mais je me trompais. Ils avaient préparé un coup qui ne visait pas mon cœur, mais directement mes fondations, ma sécurité. Ne partez pas, la suite va vous scandaliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats de Lille. En la voyant dans ma boîte aux lettres au travail, une vague de nausée m'a submergée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, plusieurs pages de jargon juridique, froide et impersonnel, qui décrivaient une réalité si tordue que j'ai dû les lire 3 fois pour y croire. Mes parents me poursuivaient en justice. Mais la raison de la poursuite était d'une perversité inouïe. Ils ne me réclamaient pas une pension alimentaire. Ils ne m'accusaient pas d'abandon. Non, leur attaque était bien plus précise, bien plus destructrice. Ils réclamaient la moitié du produit de la vente de mon appartement. Leur argumentaire reposait sur un seul document, une bombe à retardement que j'avais oubliée depuis longtemps. Il y a 10 ans, quand j'avais acheté cet appartement, ils m'avaient aidé avec l'apport initial. À l'époque, j'étais jeune ingénieur, mes revenus étaient modestes. Ils m'avaient présenté cela comme un cadeau, un coup de pouce pour démarrer dans la vie. Mais mon père, toujours prudent, m'avait fait signer un petit papier. Une reconnaissance de dette, pour la forme, disait-il. C'est juste entre nous, une formalité au cas où il t'arriverait quelque chose, pour que les choses soient claires. J'étais jeune, naïve. Je leur faisais confiance. J'ai signé sans même y réfléchir. Et maintenant, 10 ans plus tard, ce « papier informel » était devenu la pièce à conviction numéro 1 de leur avocat.
Ils affirmaient que l'apport n'avait jamais été un cadeau, mais un prêt. Un prêt dont ils exigeaient maintenant le remboursement, avec les intérêts accumulés sur une décennie. La somme qu'ils réclamaient était astronomique, bien plus que la moitié de ce que j'avais touché. S'ils gagnaient, je serais non seulement ruiné, mais endetté pour des années. Je suis resté assise à mon bureau, la lettre posée devant moi, complètement anéantie. C'était diabolique. C'était un coup de maître de manipulation. Il ne voulait pas seulement me punir, il voulait me briser financièrement, me mettre à genoux, me forcer à revenir, vaincue et dépendante. La petite fille qui n'aurait jamais survécu sans eux. C'est Adrien qui m'a trouvé comme ça, le regard vide, fixant le mur. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement tiré une chaise, s'est assis et a attendu. Au bout d'un long moment, je lui ai tendu la lettre. Il l'a lue, ses sourcils se fronçant. Quand il a relevé les yeux, il n'y avait pas de pitié dans son regard, mais une sorte de colère froide. C'est ignoble, a-t-il simplement dit. Puis il a partagé quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Mes parents sont avocats. Ils avaient tracé toute ma carrière. Quand je leur ai dit que je voulais être ingénieur, ils m'ont coupé les vivres pendant 1 an. Je comprends ce que c'est que de se battre pour sa propre vie. Sa confidence, si simple et si puissante, a agi comme un électrochoc. Je n'étais pas seule. Et je n'étais pas une victime sans défense. La tristesse qui m'avait paralysée a commencé à se transformer en une rage pure et concentrée. Ils avaient voulu jouer sur le terrain légal? Très bien. Mais ils oubliaient une chose. J'étais une ingénieure. Ma vie entière consistait à analyser des structures, à trouver leurs failles et à les exploiter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais je n'étais pas angoissée. J'étais au travail. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à fouiller. Des années d'archives numériques, de messages. Je cherchais une fissure dans leur plan. Et au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, je l'ai trouvé. Un email, datant d'il y a 10 ans. Un email de ma mère, envoyé à toute la famille pour annoncer l'achat de mon appartement. Et au milieu du texte, une phrase, une seule phrase qui allait tout changer. Nous sommes si fiers d'elle et si heureux de pouvoir lui offrir ce cadeau pour l'aider à réaliser son rêve. J'avais mon arme. La bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je ne me sentais plus comme une victime acculée. Je me sentais comme une générale préparant sa contre-offensive. J'ai demandé un rendez-vous avec le service juridique de mon entreprise, non pas pour demander de l'aide, mais pour présenter ma stratégie. J'ai exposé la situation à Maître Vasseur, une avocate d'entreprise redoutable. Je lui ai montré la lettre de l'avocat de mes parents, puis j'ai sorti ma pièce maîtresse, une impression de l'email de ma mère. En le lisant, un mince sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Un cadeau, a-t-elle murmuré. Le mot « cadeau » dans un écrit a une valeur juridique, mademoiselle Garance. C'est ce qu'on appelle un aveu extrajudiciaire. Elle a été impressionnée par ma trouvaille. Vous avez un bon instinct, m'a-t-elle dit. La plupart des gens s'effondrent sous la pression. Vous avez cherché des preuves. Nous allons nous en occuper. La réponse de notre service juridique n'a pas été une simple lettre. C'était un missile balistique. D'abord, ils ont démonté l'argument du « prêt ». Ils ont poliment demandé à l'avocat de mes parents de fournir un contrat de prêt en bonne et due forme, un échéancier de remboursement, ou toute preuve fiscale que ce montant avait été déclaré comme une dette. Bien sûr, il n'y en avait aucune. Ensuite, ils ont sorti l'artillerie lourde. En pièce jointe de leur réponse se trouvait la copie de l'email de ma mère. La lettre de Maître Vasseur soulignait que ce document prouvait sans l'ombre d'un doute l'intention de faire un don, et que transformer un cadeau en prêt a posteriori pouvait être considéré comme une tentative d'extorsion. Mais ce n'était pas tout. J'avais demandé à Maître Vasseur d'ajouter une dernière section, ma touche personnelle. La lettre continuait en listant, point par point, les actions de mes parents depuis mon départ. L'appel fallacieux à mon employeur, décrivant une fausse situation d'urgence, était qualifié de « harcèlement téléphonique ». Le message public de ma cousine sur les réseaux sociaux était présenté comme un acte de « diffamation publique ». La conclusion de la lettre était un chef-d'œuvre de menaces légales voilées.
Maître Vasseur écrivait que si la plainte n'était pas retirée dans un délai de 7 jours, nous nous réservions le droit non seulement de présenter l'email comme preuve irréfutable devant un tribunal, mais également de déposer une plainte reconventionnelle pour harcèlement, diffamation et tentative d'extorsion. Le jeu avait changé. Je n'étais plus sur la défensive. J'attaquais. En envoyant cette lettre, je savais que je franchissais un point de non-retour. Il n'y aurait plus jamais de dîner du dimanche, plus de semblant de normalité. J'étais en guerre ouverte contre les 2 personnes qui m'avaient mise au monde. C'était terrifiant. Mais c'était aussi incroyablement libérateur. Je ne me battais plus seulement pour mon argent. Je me battais pour ma dignité, pour ma vérité. Pendant 1 semaine, ce fut le silence radio. Chaque jour, je consultais mes emails, le cœur serré. Avait-il accepté le bluff? Ou allait-il doubler la mise, prêt à tout détruire, y compris leur propre réputation, juste pour gagner? L'attente était une torture, un test final pour mes nerfs. Comment cette guerre des nerfs allait-elle se terminer? La réponse est arrivée dans un email si court qu'il en était presque comique. Le 7e jour, l'email est arrivé. Il ne venait pas de l'avocat de mes parents, mais directement de celui de notre entreprise. Il contenait simplement une phrase, transférée sans aucun commentaire: nos clients retirent l'intégralité de leur plainte. Le dossier est clos. C'était tout. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une reddition froide et silencieuse. J'ai lu la phrase 10 fois, m'assurant que je ne rêvais pas. Une vague de soulagement si intense m'a parcouru que j'ai dû m'asseoir. J'avais gagné. La guerre était finie. Les semaines qui ont suivi, j'ai eu des nouvelles par bribes, grâce à une vieille tante qui avait toujours été plus discrète et plus juste que le reste de la famille. Elle m'a appelé, non pas pour me juger, mais pour prendre de mes nouvelles. Et elle m'a raconté les retombées. La contre-attaque légale avait été une véritable déflagration. Mes parents, qui s'attendaient à ce que je cède sous la pression, avaient été complètement pris au dépourvu par la riposte professionnelle et agressive. L'existence de l'email de ma mère, le cadeau, les avait non seulement désarmés sur le plan juridique, mais les avait aussi couverts de honte. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la famille. Pour la première fois, leur image de « pauvres parents abandonnés » s'est fissurée, révélant la manipulation qui se cachait derrière. Ils n'avaient pas seulement perdu la bataille légale. Ils avaient perdu leur principal atout, la sympathie des autres. Ils se sont retrouvés isolés dans leur propre récit. Privés de ma présence et de mon soutien financier, ils ont dû affronter la réalité pour la première fois depuis des décennies. Ma tante m'a raconté que mon père avait dû apprendre à gérer ses comptes en ligne, que ma mère avait dû prendre le bus pour se rendre à ses rendez-vous. Des tâches banales pour la plupart des gens, mais des montagnes insurmontables pour eux, qui avaient externalisé leur propre vie sur moi. Leur château de cartes, si soigneusement construit sur ma dépendance, s'était effondré. Ils n'avaient pas perdu leur fille, ils avaient perdu leur fonctionnaire. Ma cousine Flavie, réalisant qu'elle avait été utilisée comme un pion dans un jeu bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait, a pris ses distances. Le front uni de la famille s'était désintégré. En écoutant ma tante, je ne ressentais ni joie, ni triomphe. Étrangement, je ressentais une sorte de pitié vide. Leur vie entière avait été bâtie sur le contrôle qu'ils exerçaient sur moi. Maintenant que ce contrôle avait disparu, il ne restait plus rien. Juste 2 personnes âgées, seules avec leur amertume. Leur effondrement n'était pas ma victoire. Ma victoire, je la construisais chaque jour, à des centaines de kilomètres de là. Ma victoire, c'était le calme de mes matinées, le respect de mes collègues, la satisfaction de voir mon pont prendre forme. C'était le rire partagé avec Adrien autour d'un café, un rire libre, sans arrière-pensée. J'avais survécu. Mais survivre n'était que la première étape. Je devais maintenant apprendre à vivre. Et pour cela, je devais construire un dernier pont, le plus important de tous, celui qui me mènerait à ma propre paix intérieure. Comment passe-t-on de la survie à une vie pleinement épanouie? 1 an s'est écoulé. 1 an de première fois. Le premier Noël sans drame familial. Le premier anniversaire célébré sans une once de culpabilité. La première fois que j'ai accroché un tableau dans mon propre appartement à Lyon, un appartement dont personne d'autre n'avait les clés. La vie à Lyon avait pris racine.
Le projet du pont avançait magnifiquement, un squelette d'acier et de béton qui grandissait de jour en jour sous ma direction. C'était plus qu'un travail, c'était la métaphore de ma propre reconstruction. Chaque câble tendu, chaque poutre scellée, était une affirmation de ma force. Mon amitié avec Adrien s'est approfondie. Nous partagions un humour pince sans rire et un amour pour les longues randonnées dans les monts d'or qui surplombent la ville. Il ne me posait jamais de questions sur ma famille, mais sa présence silencieuse et solide était un soutien inestimable. Il m'a appris que les relations saines ne sont pas basées sur le besoin, mais sur le respect mutuel et le plaisir partagé. J'ai redécouvert des passions que j'avais mises en sommeil pendant des années. J'ai rejoint un club de modélisme. Au début, j'étais timide, habituée à ce que mon hobby soit tourné en ridicule. Mais là, j'ai trouvé des gens qui comprenaient la beauté d'une réplique parfaite, la satisfaction d'un détail minutieusement recréé. Mon atelier à la maison, plus grand et plus lumineux que celui de Lille, est devenu mon havre de paix. Sur l'étagère principale trônait ma dernière création, non pas un pont célèbre, mais la maquette d'une petite maison avec un grand jardin. Ma maison de rêve. Un symbole de stabilité et d'autonomie. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de mes parents. Par ma tante, je sais qu'ils se débrouillent. Ils ont dû vendre leur grande maison, trop difficile à entretenir, et ont emménagé dans un appartement plus petit. Ils ne parlent jamais de moi. Pour eux, je suis une histoire terminée, un chapitre qu'ils ont arraché du livre de leur vie. La colère que j'avais ressentie s'est dissipée, laissant place à quelque chose de plus complexe. Une sorte de deuil. Le deuil de la relation que nous aurions pu avoir. Le deuil des parents aimants et encourageants qu'ils n'ont jamais su être. Parfois, une vague de tristesse me submerge, mais elle ne dure pas. Ce n'est plus une marée qui menace de me noyer, juste une ondulation à la surface de mon bonheur. Je ne suis plus la sauveuse de personne. Je ne suis plus définie par les besoins des autres. Je suis Garance. L'ingénieur. L'amie. La randonneuse. La modéliste. Je suis une femme de 36 ans qui apprend, enfin, à habiter sa propre vie. Je réalise maintenant que leur phrase « Nous ne survivrions jamais sans toi » était une prophétie inversée. La vérité, c'est que c'est moi qui ne pouvais plus survivre avec eux. Mon départ n'était pas un acte d'abandon. C'était un acte de préservation. Je devais me sauver pour ne pas me perdre complètement. Le pont vers mon avenir était presque terminé. Il ne manquait plus que la dernière pierre. En regardant en arrière, je comprends que l'acte le plus difficile de ma vie a aussi été le plus nécessaire. Briser les chaînes, même lorsqu'elles sont forgées dans un amour toxique, demande un courage immense. Il faut affronter la solitude, la culpabilité, le jugement des autres. Mais de l'autre côté de cette peur se trouve quelque chose d'inestimable, la liberté. Mon histoire est celle d'une évasion, mais c'est surtout celle d'une construction. La construction d'une vie sur ses propres fondations, pas sur les attentes des autres. L'amour véritable ne possède pas, il élève. Il n'enchaîne pas, il libère. J'ai dû perdre la famille que je pensais avoir pour enfin construire la mienne, une famille choisie, faite d'amis, de respect et de gentillesse. L'histoire de ma vie est un voyage douloureux pour apprendre à poser des limites. Les limites ne sont pas des murs pour empêcher l'amour d'entrer, ce sont les fondations qui nous protègent et permettent à un amour sain de s'épanouir. Si vous avez déjà dû lutter contre le poids de la culpabilité et du devoir familial pour choisir votre propre chemin, pour vous choisir vous-même, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être le phare qui guide quelqu'un d'autre, perdu dans le brouillard. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits de vie. Prenez soin de vous.